Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Cassandre Lambert, avec qui nous allons parler de ses livres « L'Empire des femmes ». Mais avant de lui laisser la parole, je souhaiterais faire un fémage tout particulier à Audrey Tribault, aka Le Souffle des mots, car c'est grâce à sa création de contenu que j'ai découvert ta duologie. Du coup, Cassandre, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation déjà. Je voulais commencer par ça. Je m'appelle Cassandre Lambert, j'ai 24 ans. Je suis romancière depuis 4 ans. J'ai publié 6 romans chez Didier Jeunesse et aussi chez Le Livre de Poche. Donc, j'ai des romans de fantaisie, des romans de dystopie, du contemporain et bientôt de la réécriture mythologique, puisque mon prochain roman qui sort le 6 novembre sera une réécriture mythologique. Et voilà, à côté de ça, j'adore le sport. Je fais beaucoup de sport, d'escalade. Je participe aussi à Koh-Lanta cette saison, pour ceux qui regardent et qui connaissent un petit peu. Et voilà, je suis là pour parler de l'Empire des femmes. Merci pour ta petite présentation et du coup, pour entrer dans le vif du sujet, pitch-nous l'Empire des femmes, sans spoiler évidemment. Allez, ça marche. L'Empire des femmes, c'est une duologie, une dystopie, donc qui raconte l'histoire d'une société matriarcale où les femmes dominent et les hommes sont réduits à l'esclavage. Et on va suivre 2 personnages, donc un personnage féminin qui s'appelle Adona, qui est la fille d'une femme très haut placée dans cette société, donc qui a toujours baigné dans les privilèges, et Hélios, qui est un homme et qui est esclave de cette société. Et en fait, il vit sur une île reclus, donc qui s'appelle Ténéros. Et chaque année, les femmes vont sur cette île pour sélectionner des hommes afin qu'ils deviennent géniteurs. Donc, les hommes qui sont sélectionnés participent à un tournoi de la procréation. Ils doivent s'entretuer, voilà, assez glauque. Et les gagnants de ce tournoi peuvent devenir géniteurs. Et du coup, c'est des esclaves, mais avec un petit peu plus de droits que les esclaves lambda. Et du coup, Hélios va participer à ce tournoi. Sauf qu'il a d'autres idées en tête. Il ne veut pas participer pour être géniteur, il veut participer pour faire la révolution et renverser ce système matriarcal. Merci beaucoup pour ta présentation. D'ailleurs, les livres, moi, je les ai vraiment à côté de moi parce que pour le coup, j'ai voulu aussi vraiment t'interviewer parce que j'ai été happée par ta duologie. J'ai vraiment adoré, en vrai, tu as une très très belle plume, l'histoire elle est hyper prenante et je trouvais ça vraiment super cool que ce soit un peu différent de ce qu'on peut voir avec La Savante Écarlate ou attends, il y avait aussi un autre livre qui était dans le même style, L'Année de grâce, parce que là, on va dire, c'était du coup à contre-pied du truc patriarcal, parce que du coup, c'était un régime matriarcal et franchement, ouais, j'ai adoré. Donc, Merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, merci. avec plaisir. Du coup, je donne mon petit retour à chaud. Et d'ailleurs, j'ai même adoré dès la première page, parce qu'en fait, je trouvais ça trop bien que dans le tome 1, en fait, parce qu'en fait, en début de chaque chapitre, tu prends des textes et tu les inverses. Et du coup, je trouvais ça très fort de commencer par l'inversion du mythe d'Adam et Ève, parce que ça commençait de façon très fort et de toute façon, dans les textes religieux, enfin, c'est à partir de là, malheureusement, que les femmes, elles ont commencé à être discriminées. Enfin, ça expliquait le pourquoi du comment. Et là, du coup, que ce soit inversé, je trouvais ça hyper, hyper smart. Ouais, en fait, c'était le but je voulais vraiment que ce soit le plus crédible possible, cette société, même si elle reste fictive, je voulais vraiment avoir de la matière le plus réaliste possible. Et du coup, je me suis régalée à dénicher tous ces petits textes hyper misogynes. Moi, j'ai pas trop eu besoin de chercher longtemps, hein. J'en ai trouvé pas mal, j'avais beaucoup de matière. Et oui, du coup, ça commence avec une réécriture du péché originel, on va dire. Donc oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est quelque chose que je raconte souvent, mais au début, j'avais écrit ces citations-là, enfin ces en-têtes de chapitres, et j'avais pas du tout expliqué d'où ça venait en fait. J'avais pas cité mes sources. Et mon éditrice, quand elle a lu le premier jet, elle m'a dit "Wow, Cassandre, c'est vachement violent là, c'est limite trop violent, c'est pas réaliste." Et je lui ai dit "Non, non, mais t'es sérieuse? Enfin, c'est réaliste, c'est des vraies citations que j'ai reprises telles quelles, juste en inversant souvent le mâle et femelle ou homme et femme." Et là, en fait, elle était choquée de savoir ça et au fur et à mesure, je lui ai commencé à lui donner toutes les sources avec tous les auteurs.
Elle a dit, ouais, enfin, faut vraiment qu'on fasse une annexe à la fin avec les vraies citations pour qu'on voit que ça sort pas de nulle part et que vraiment j'ai pris des choses existantes. C'est vrai que ouais, c'est assez dingue. Moi non plus, au début, j'avais pas réalisé que c'était des vraies citations. Donc franchement, la misogynie, à quel point elle était intériorisée dans la société, enfin, je trouvais ça vraiment bien. Ça fait vraiment un vrai, revers et comme ça, en fait, je trouve, en prenant le pied de la société matriarcale, on peut plus facilement se rendre compte des inégalités parce qu'en fait, on a un prisme complètement, différent et du coup, même ton roman, ça se passe, du coup, à l'Antiquité. Du coup, d'ailleurs, pourquoi tu as choisi, cette période-là en particulier? J'ai choisi l'Antiquité parce que pour moi, c'était hyper visuel d'ancrer cette histoire à cette époque-là, même si ça reste de la fiction et l'univers que j'ai inventé, voilà, il est complètement fictif. Mais il y a l'inspiration Antiquité gréco-romaine parce que à cette époque-là, en fait, avoir un esclave, c'était quelque chose qui était ancré dans les mœurs. Chaque famille riche avait son esclave. Et du coup, je me suis dit, pour le lecteur, c'est hyper visuel et déjà, c'est un univers qui diffère beaucoup d'une autre. Donc il y a quand même un gros world building avec beaucoup d'informations. Et je me suis dit, voilà, en fait, ancrer ça dans un récit dans l'Antiquité, automatiquement, les lecteurs et les lectrices, ils vont avoir des visuels comme ça qui vont pop dans leur cerveau direct. Et je me suis dit, ça va pouvoir alléger le world building et rendre ça encore plus crédible. Je pense que c'était plus simple pour moi que de vraiment créer une société de A à Z dans un univers de fantasy médiéval. Ça a complexifié les choses et encore une fois, dans un souci de réalisme, je me suis dit que c'était parfait de l'ancrer dans l'Antiquité. Ouais, du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment un très bon choix que tu as pu faire et du coup, ça m'amène aussi, comme question, du coup, comment, c'est venu, cette idée, d'écrire sur ce sujet? Alors, je l'explique un peu à la fin justement de l'Empire des femmes. J'ai une petite note de fin où j'explique un petit peu la genèse et voilà d'où c'est venu. C'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais écrire un roman engagé, un roman féministe. Je savais pas trop comment l'aborder, comment me lancer. Et en fait, ça s'est développé au fur et à mesure. Même moi, quand j'ai grandi, en fait, c'est en grandissant que je me suis rendu compte aussi de plein d'inégalités qu'on subit en tant que femme. Voilà, des expériences quotidiennes, en fait. Et plus j'évoluais avec la puberté, le regard des hommes qui changeait sur moi aussi, je me suis dit, il y a un sujet très important, j'ai envie d'écrire sur ça, j'ai envie de bien le faire. Et donc, j'ai attendu un petit peu. Et en fait, l'élément déclencheur, ça a été un cours de gym, parce que j'ai été professeure de gymnastique pendant un an. J'entraînais un groupe. C'était un groupe que de filles, avec un seul garçon. Et ils avaient entre 6 et 8 ans. Et en fait, j'avais demandé à une fille et un garçon d'aller chercher une caisse pour faire un exo de gym, quoi. Et en fait, ils m'écoutent, ils vont chercher la caisse. Et là, je me retourne et je vois la fille en train de marcher comme ça, hyper joyeuse, et le petit gars qui est en train de crouler littéralement sous le poids de la caisse, pardon. Et je me retourne et je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je lui dis, tu vois bien que ton copain il est en galère, pourquoi tu l'aides pas? Et elle me dit, du haut de ses 6 ans, elle me dit, même moi je m'étouffe encore. Elle me dit c'était pour savoir si c'était un vrai homme ou pas. Donc je la regarde un peu choquée et puis je regarde le garçon et je dis et toi ça te dérange pas? Et il fait non non moi aussi je voulais voir si j'étais un vrai homme. Et je me dis bon ok il y a eu beaucoup d'avancées, il y a beaucoup d'avancées, notre société évolue et c'est hyper cool. Mais eux, ils incarnent la nouvelle génération. Ils ont 6 ans, ils sont tout petits. Et je me dis, waouh, à 6 ans, t'as déjà ce genre d'idée qui est implantée dans ta tête. Et ouais, en fait, ça m'a choquée de voir que si petit, t'avais déjà des stéréotypes comme ça ancrés. Et là, je me suis dit, bon, c'est le moment, il faut que j'écrive sur ce sujet-là. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches et voilà, ça a été l'élément déclencheur, ça parmi un millier de petits éléments déclencheurs au quotidien. Ouais, c'est vrai que l'anecdote, elle est assez dingue parce qu'on se rend compte du coup que les stéréotypes, ils sont intégrés, dès l'enfance et ça me fait penser, j'ai plus le nom de l'étude en tête, mais il y avait des scientifiques qui avaient fait, une expérience, on va dire, avec des garçons et des petites filles et en fait, l'expérience, c'était, un exercice de mathématiques. En fait, quand c'était présenté comme un exercice de mathématiques, les petites filles, elles réussissaient moins bien que les garçons, alors que quand c'était présenté comme un dessin, un truc plus
moins scientifiques, on va dire, là, les filles réussissaient autant que les garçons. Donc, en fait, c'est vrai que dès notre plus jeune âge, on est un peu biberonné à tous ces stéréotypes et en fait, on s'en rend même pas compte. Donc, c'est hyper important que tu aies pu écrire ce livre pour les autres générations, pour plus grandes, c'est vrai. Mais comme ça montre vraiment ton engagement et ça, je trouve ça chouette. Ça me fait penser à une autre étude aussi. Je sais pas si tu l'avais vu. En fait, c'était un groupe de petits garçons, un groupe de petites filles qui testaient un yaourt. Je sais pas si tu l'as vu cette étude. Et en fait, le yaourt, ils avaient mis hyper beaucoup de sel dedans. Et les caméramans et tout, ils disent aux enfants, donc là, vous goûtez le yaourt et vous regardez la caméra et vous dites, c'est délicieux, ce yaourt est vraiment très bon. Et en fait, les garçons, ils goûtent le yaourt et ils crachent, ils sont la berque, c'est vraiment dégueulasse. Et toutes les petites filles, tu les vois en train de manger, tu vois dans leurs yeux que c'est pas bon. Et elles jouent quand même le jeu en mode, c'est très bon. Et tu vois là, encore une fois, la différence d'éducation, comment t'éduques les petites filles, comment t'éduques les garçons, à prendre la parole, à oser dire ce qu'ils pensent, à oser contourner les règles ou contourner ce qu'on leur dit de faire. Et ça aussi, ça m'avait marqué cette expérience. Ah tu me l'apprends, je la connaissais pas du tout et en effet, ouais, c'est triste que du coup, direct, les filles, elles sont déjà dans le sens du sacrifice, aussi jeunes et du coup, ça me fait penser prendre la parole, prendre l'espace et l'exemple qui est un peu mythique dans les cours de récréation, c'est justement le terrain où les garçons, ils prennent toute la place avec le football et les filles, elles jouent sur le côté. Du coup, elles osent pas s'imposer alors que les garçons, eux, ça les dérange absolument pas et puis même les professeurs et cetera. Enfin, je sais ici parce que j'avais interviewé, une prof, à mon podcast qui s'appelle Caroline Peffer et même dans les bulletins de notes quand on est plus âgé, on peut remarquer par exemple, un même bulletin, la fille et le garçon, ils ont 13 sur 20 et en fait, le garçon, n'a pas développé tout son potentiel alors que la fille, peut mieux faire quoi donc c'est dingue. Mais je l'avais vu aussi parce que j'ai fait un service civique pendant 1 an dans une école. Et en fait, je m'occupais de la bibliothèque et je faisais des exercices d'écriture, de lecture avec les enfants. Et c'est vrai que voilà, le midi, il y avait un temps libre où n'importe qui pouvait venir à la bibliothèque. Et j'avais toujours vraiment 95% de filles, 5% de garçons. Et limite, les garçons, enfin, ça se voyait qu'il y en avait qui avaient envie de venir, mais ils osaient pas en fait parce qu'ils voulaient pas être qu'avec des filles. Ils se sont dit, je vais être exclus. Enfin, tout le monde va se moquer de moi si je vais à la bibliothèque. Et ils passaient du coup leur temps dans la cour en train de courir, de faire n'importe quoi avec le ballon. Et même comment on dit, des pions, enfin des surveillants. Il y avait une surveillante, enfin vraiment les garçons, enfin des fois autant ils peuvent jouer très calmement et c'est cool, mais il y en a vraiment, ils faisaient n'importe quoi avec le ballon, ils hurlaient, enfin ils envoyaient le ballon sur les filles et la surveillante elle leur disait bon c'est normal, c'est des garçons, ils ont besoin de un petit peu se défouler et tout. J'ai dit mais non c'est pas normal en fait, et en plus elle disait ça devant eux, donc les garçons ils se sentaient encore plus en confiance en mode ouais on est des garçons, voilà même la surveillante elle l'a dit donc c'est normal en fait de se comporter comme ça. Et moi j'étais là en mode arrêtez. Mais oui, c'est toujours ça, en fait, on trouve des excuses, aux garçons et en fait, les filles, on les bride, enfin, il y a toujours, eu ça, c'est vraiment très dommage et d'ailleurs, ça me fait penser par rapport à ce que tu disais, justement sur, les garçons qui allaient pas trop à la bibliothèque. Je me rappelle qu'en dédicace, tu peux aussi avoir, je crois ce que j'avais vu, ce que tu mets sur tes réseaux sociaux, tu pouvais avoir des hommes, du coup, qui jugeaient directement, négativement le titre en disant: «Ah, l'Empire des femmes, pas ouf» et cetera, alors qu'ils ont même pas pris le temps de le lire, quoi. Non, ça c'est une horreur, ouais. Avec l'Empire des femmes, déjà de base, j'ai pas beaucoup de lecteurs. Enfin, vraiment 90% des personnes qui viennent me voir en dédicace, c'est des femmes ou des jeunes filles. J'ai pas beaucoup de lecteurs hommes, mais l'Empire des femmes, c'est vrai que ça attire l'œil. Enfin, le titre, je sais pas, attire et interpelle et interroge. C'est le but. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu autant d'avis négatifs de passants, parce que c'est même pas des lecteurs, parce qu'ils l'ont même pas lu le livre, de passants qu'avec l'Empire des femmes. C'est vraiment un dédicace, ils s'arrêtent. J'ai eu des réflexions, l'Empire des femmes, bon bah c'est comme maintenant quoi. Ok, donc on vit pas dans le même monde mec, mais bon tout va bien. Ou alors j'ai eu aussi, ça m'avait marqué, un jeune couple, il devait avoir la trentaine avec une poussette. Et du coup, il y avait la femme, elle donne un petit coup de coude à son chéri. Elle fait regarde chéri, l'Empire des femmes. Et lui après il la chope comme ça par l'épaule. Il fait oh non ça va encore te mettre des mauvaises idées en tête. Et il se barre comme ça devant moi. J'étais en mode bon. Et oui en fait c'est ce que je remarque avec ce titre, c'est vraiment ça ça vexe en fait. Ce titre vexe. L'Empire des femmes ça vexe directement. On voit l'Empire des femmes, ils sont là en mode qu'est-ce que c'est?
Oh là là. Et bon, pour ceux qui ont la curiosité de lire la 4e de couverture, et même sur la couverture, il y a quand même marqué les femmes dominent, les hommes sont esclaves, la révolte est en marche. Donc, il y a quand même marqué, vous inquiétez pas, ce système matriarcal va être remis en question puisqu'une révolte est en marche. Et après, ils sont en mode, bon, ok, ça va. Mais ils sont vexés. Alors que moi, je vois un livre qui s'appelle L'Empire des Hommes, bah, ok, j'ai aucune réaction. Ou alors, je suis en mode, bon, bah, ça a l'air intéressant, ça m'intrigue ou ça m'intrigue pas. Mais je vais pas être vexée, en fait. Et ça, c'est un truc que je remarque direct, la résistance, en fait. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est un titre, ça va, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez dingue, mais ça me fait penser direct aux hommes, enfin, quand on entend des actualités féministes, des féminicides, des choses assez terribles, bah, il y a toujours quelqu'un en commentaire, un mec qui dit: «Not all men!» alors que, bah, en fait, c'est un peu pareil, ils sont en mode un peu: «Bah, je me défends, moi je suis pas comme ça, donc pourquoi tu dis ça?» Enfin, je trouve que c'est pas la bonne réaction, surtout que oui, ce que j'aime beaucoup avec ton livre aussi, c'est que justement, je trouve ça cool de mettre en exergue que, le système matriarcal, bah, c'est pas si bien que ça, hein. C'est pas parce que c'est l'inverse du régime patriarcal que c'est cool. Donc ça, je trouvais ça hyper sympa. Mais j'aurais pu quand même écrire un livre où il y a un régime matriarcal hyper totalitaire, où les hommes vraiment se font martyriser du début à la fin, et ne pas le dénoncer. Enfin, c'est aussi une liberté que tu as en tant qu'autrice et auteur d'écrire l'histoire que tu souhaites, et tu pourrais, j'aurais pu écrire un livre où il n'y a pas de morale à la fin, où il y a une révolution qui se met en marche, mais elle est étouffée, et en fait, leur condition est encore pire qu'au début. J'aurais pu faire ça. Et en fait, là, ça rassure un peu les gens en disant, bon, finalement, la morale est bien à la fin, mais j'aurais pu ne pas faire ça aussi. C'est une liberté. Enfin, on est dans la littérature, on est dans l'imaginaire. Chacun, après, interprète comme il veut le bouquin et tire les messages qu'il a envie de tirer. Mais voilà, c'est quelque chose aussi que je dis parce que, ouais, certains hommes, ils me disent, bon, bah, ça va si à la fin c'est dénoncé, tout ça. Et je dis, mais j'aurais pu pas dénoncer. Et alors? Et alors? Oui, non, c'est complètement, juste, ce que ce que tu nous dis et et du coup, ça me fait penser aussi avoir plusieurs questions parce que du coup, j'avais vu que l'Empire des femmes, il avait pas ce nom-là à la base, enfin, il a changé de nom et pareil la couverture, c'était pas enfin, il y a eu plusieurs essais de couverture, donc pourquoi pas nous parler de cette chronologie et aussi un peu plus donner des petits détails aussi de qu'est-ce que tu dénonces dans ton livre avec des exemples, bah, de ce régime matriarcal pour que les personnes qui nous écoutent puissent un peu se rendre compte comment on vit du coup à Sapienta et comment on vit à Ténéros. Alors déjà pour le titre, c'est vrai que moi de base quand j'ai écrit le bouquin, je l'avais appelé Au nom de la mer parce que du coup dans le bouquin c'est pas un dieu, c'est une déesse qui s'appelle la mer, et toute la population est vraiment extrêmement religieuse, et du coup ils se signent souvent et ils répètent Au nom de la mer comme un peu un mantra, et donc je l'avais appelé comme ça. Et mon éditrice, elle avait fait des tests avec des ados de 13-14 ans, parce que ça reste quand même la cible principale de mes bouquins, les ados. Et elle leur avait demandé qu'est-ce que ça leur évoquait. Et en fait, les ados, elles comprenaient pas trop. Elles disaient au nom de la mère, peut-être ça parle d'une maman. Enfin, en fait, ça évoquait pas grand-chose. Et c'est elle qui m'a suggéré le titre L'Empire des femmes. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parfait. Enfin, on va pas aller par quatre chemins. L'Empire des femmes, tu sais de quoi ça parle direct. Ça pose l'univers, ça pose les bases. Et puis voilà, très bien, clair, net, efficace. Du coup, bah, j'ai dit tout de suite oui. C'était une super idée. Et la couverture, on a fait beaucoup d'essais, bon, comme d'habitude. On avait une autre couverture de base, mais elle ressemblait beaucoup à une couverture qui existait déjà. Du coup, on avait peur d'être accusé un peu de plagiat, donc on a dû changer. Voilà, on s'est mis d'accord sur ce poignard qui rappelait un peu l'Antiquité, une couverture sombre, un peu dark, parce que ça reste quand même un roman assez dur à lire, je pense. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'ai eus, voilà, de certaines scènes qui sont un peu choquantes aussi. Donc voilà, un truc un peu dark, noir. Et oui, parce que du coup, ce que tu me demandais, c'était comment on vit à Sapientia. Sapientia, d'ailleurs, pour l'anecdote, qui veut dire sagesse en latin. Et je voulais vraiment, voilà, enfoncer le couteau jusqu'au bout. Donc les hommes, ils sont vraiment considérés comme des esclaves. En fait, ils ont aucun droit. Et en fait, je suis partie du postulat que oui, peut-être que les hommes ont plus de force que les femmes, peut-être qu'ils ont une plus grande masse musculaire en moyenne, ok, mais pourquoi ce serait valorisé en fait? On peut aller à fond dans les stéréotypes de genre, alors vraiment à fond, mais pour autant, si tu as de la force physique, la déesse t'a donné ta force physique, donc en fait, c'est que tu seras réduit à être
limité à cette force physique, que tu vas faire toutes les basses besognes que les femmes ne veulent pas faire, les besognes ingrates. Et je me suis aussi inspirée de l'Antiquité parce qu'à l'Antiquité, le travail, c'était quelque chose aussi de sale, quelque chose d'ingrat. On ne devait pas travailler, on devait travailler son esprit, son éloquence, mais en fait, le travail manuel, c'était quelque chose d'ingrat et c'était réservé aussi beaucoup aux esclaves. Et donc voilà, je me suis aussi inspirée de ça. Globalement, les hommes, bon bah voilà, ils peuvent rien faire à part servir les femmes. Et quand t'es géniteur, et ben tu es acheté par une femme et tu vas avoir des rapports avec elle pour lui donner un enfant, quoi. Tout simplement, ça, je crois que ça s'arrête là, hein. Ça s'arrête là. Il y en a qui travaillent dans les champs, il y en a qui sont assignés à une maison pour le travail domestique. Il y a aussi une certaine catégorie qui s'appelle les oncles. Et ceux-là, en fait, ce sont des hommes qui ont un peu plus de droits et ils doivent passer énormément de tests. En fait, c'est des hommes qui sont nés dans des familles riches. Et du coup, les familles riches les envoient dans ce qui s'appelle l'Académie des hommes modèles. Et en fait, dans cette académie, ils vont apprendre à gérer les enfants, à gérer l'éducation des enfants. Et ils doivent passer tout un tas de tests. Une fois qu'ils ont passé les tests, ils se font émasculer et ils peuvent en fait travailler pour une famille et s'occuper des enfants. Et ceux-là, ils ont un peu plus de droits. Ils sont quand même un petit peu mieux considérés que les autres hommes. Voilà. Oui, bah, c'est très bien raconté et c'est vrai que, bah, justement dans les scènes qui m'avaient un peu waouh, bah, c'était justement, bah, un des personnages qui veut devenir un oncle. Bah, déjà le test pour devenir un oncle, c'est: «Oh my god, j'ai pas envie d'être à sa place clairement» et la fin, ouais, l'émasculation, c'est: «Oh là là, tellement ouf!» Ça rien que d'y repenser, c'est en mode: «Waouh, waouh, 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 qu'est-ce qui se passe?» D'ailleurs, pour l'anecdote, encore une fois, il y a un homme qui avait lu L'Empire des femmes et qui m'avait dit: «Oh, le passage sur l'émasculation quand même, mais où est-ce que vous allez chercher toutes ces idées?» En mode vraiment, il tombait des nues. Et je lui ai dit, bah, je me suis inspirée de l'excision, tout simplement, qu'on fait subir aux femmes encore à l'heure actuelle, dans certaines régions du monde. Voilà. Je ne suis pas allée chercher bien loin dans mon imaginaire, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais non. Non et je suis d'accord, c'est assez, c'est terrible ce qui peut se passer. D'ailleurs, ça me fait penser quand tu me parles de ça, parce qu'il y a une comédienne artiste que j'adore qui s'appelle, Tiffany qui fait dans ses spectacles aussi elle inverse les autres enfin elle inverse, les rôles, les choses et justement elle avait trouvé un titre au lieu de dire excision, parce qu'en fait elle l'avait fait pour les hommes, elle appelle ça de mémoire pénexcision pour moi je trouvais ça bien fait aussi. Enfin, je pense que ouais, tu devrais aller voir ses spectacles ou voir ce qu'elle fait si tu la connais pas parce que, franchement c'est assez complémentaire. Je la suis sur Instagram. J'ai jamais vu un de ses spectacles, mais je la suis. Et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Ça choque, ça fait beaucoup parler. Et je trouve ses propositions vraiment intéressantes. Et non, vraiment, j'adore. Oui, en plus, ce qui est assez dingue aussi avec Tiffany pour les personnes qui nous écoutent, qui la connaissent pas, c'est qu'elle a inventé un langage, la féminine universelle, où du coup, bah, en fait, elle accorde, elle conjugue tout au masculin, au féminin, j'ai des bêtises et ça, je trouve ça assez dingue parce que du coup, on peut vraiment se rendre compte à quel point, la langue française est sexiste en inversant encore une fois, la situation. Ouais. Déjà, mais enfin, on doit encore se battre pour utiliser le mot autrice. Voilà, déjà quand je dis que je suis autrice, parfois on a des mais pourquoi tu inventes des mots, nanani, nanana. Donc même sur mon propre métier, c'est difficile de faire entendre sa voix et Ouais, c'est pas évident et surtout qu'en plus, ce qui est dingue, c'est, le terme autrice, chevaleresse, philosophesse, c'est des mots qui existaient au Moyen Âge en plus et ils ont été supprimés par l'Académie française parce que voilà, ils se sont rendus compte que les femmes prenaient un peu trop s place dans l'espace public et ils se sont dit: «Bah, on va les mettre de côté». Alors qu'en plus avant, ça qui est dingue, c'est qu'on accordait en fonction du plus grand nombre, il y avait pas cette règle, le masculin l'emporte sur le féminin, quoi. clairement, clairement. Et souvent ceux qui disent que j'invente des mots en me présentant comme une autrice, ils se, ils se targuent d'être les défenseurs de la langue française, mais en fait, finalement, ils ne connaissent même pas la langue française et son histoire et son évolution, sinon ils sauraient que c'est un mot qui existait bien avant leur naissance. Donc ça me fait assez rire aussi. Ouais, il y en a beaucoup de haters comme ça, sur dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, ça craint de ouf, quoi. Ouais, sur TikTok, j'avais mis une vidéo aussi, mais vraiment, ça parlait même pas de ça. Enfin, je disais, je suis autrice, donc, je sais pas, c'était une traîne comme ça.
et dans les commentaires, ils sont offusqués, Ouais, c'est ça qui est assez dingue, ils s'offusquent pour ça, mais par contre, il y a d'autres actualités, où ils se taisent par contre. L'affaire, Gisèle Pelicot, il y a beaucoup de gars qui disent rien. Bon après, il y en a qui disent aussi, ça c'est bien aussi, mais du coup, enfin, je trouve ça un peu triste de s'offusquer sur des choses comme ça, alors qu'il y a des affaires beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes où là, il faut montrer sa voix, il faut montrer qu'on est tous et toutes ensemble. Bon après sur les réseaux sociaux, c'est un peu particulier parce que c'est surtout les haters qui s'expriment et la majorité silencieuse, ne dit rien et ça peut être compréhensible parce que des fois, il y a des haters qui peuvent être aussi, virulents avec d'autres gens en commentaire. Enfin, ils ont que ça à faire. Et du coup, ça me fait aussi penser par rapport à l'Empire des femmes. Je voulais savoir aussi, alors combien de temps, tu l'as mis pour l'écrire? je crois que j'ai mis environ 8 mois pour le tome 1 et le tome 2 parce que de base, je l'avais écrit comme un one shot. C'était un très, très gros one shot de plus de 850 pages et parce que psychologiquement, dans ma tête, je venais de finir d'écrire L'Antidote mortel en 2 tomes et c'est vrai que ça a été assez éprouvant et je me suis dit: «Je ne veux pas écrire une duologie, je vais écrire un one shot». Donc au final, j'ai écrit un one shot de 800 pages et j'ai bâclé la fin parce que je voyais le compteur de mots exploser et je me disais: «C'est trop long, c'est trop long» et en fait, du coup, j'avais bâclé la fin. Mon éditrice, elle a dit: «Cassandre, tu vois bien que c'est trop gros, tu vois bien que tu as mal écrit la fin. Donc on va le couper en 2 et tu vas réécrire le tome 2, tu vas développer ce que tu as à développer» et j'ai fait: «Oui, effectivement». Donc voilà, j'ai voulu faire la flemmarde en écrivant un one shot, mais j'ai pas pu. J'ai dû réécrire du coup après et la réécriture m'a pris quand même, 5-6 mois, en plus. En tout cas, je trouve que tu écris hyper rapidement. Enfin, pour écrire un livre de cette qualité, waouh! Enfin, franchement, tu as mon respect. C'est vraiment bravo, hein. Je trouve ça enfin, vraiment, c'est les seuls que j'ai lus de toi. Il faudra que j'en lise d'autres parce que déjà, ça m'a trop donné envie de le lire. Donc, franchement, ouais, je trouve ça bluffant de si peu de temps pour écrire, 2 pavés, qui sont vraiment bien. Mais même, je m'étais dit: «Ah, j'aurais trop aimé qu'il y ait un troisième tome». Ouais, le troisième tome, on me l'a beaucoup demandé. Même moi, j'hésitais, hein. Mais pas à faire une suite, j'hésitais à faire un spin-off dans le même univers ou une nouvelle histoire dans l'univers. Et j'avais même commencé à écrire le synopsis, tout ça, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur un contemporain. Mais il y a de la matière, je pense, pour écrire d'autres histoires dans cet univers. Ah, du coup, tu penses peut-être dans un futur, il pourrait avoir, un spin-off de l'Empire des femmes, on sait pas quand, mais un jour? Un jour, c'est possible. En tout cas, il y a la matière. Oh! Ah, c'est trop c'est bien à savoir ça. Du coup, ouais, quand ça sera en cours, si ça arrive en cours, bah, je serai hyper contente et je l'achèterai direct. Mais oui, aussi pour revenir à ce que tu disais, comme quoi j'écris assez vite, c'est vrai que ça peut paraître rapide, mais il faut pas oublier que moi, je suis à 100% dans l'écriture, j'ai pas d'autres métiers à côté. Donc voilà, ce qui explique aussi que ça va plutôt vite parce que bah, je fais que ça de mes journées. Oui, je comprends, mais du coup, tu as commencé assez jeune, enfin, tu as commencé à quel âge, à écrire? J'écris depuis que je suis toute petite. J'ai vraiment commencé, je sais pas, à 10 ans, j'écrivais déjà des histoires, tout ça. Au collège, j'avais écrit un roman à 14 ans que j'ai envoyé à des maisons d'édition. J'étais très optimiste, très confiante en moi, qui a été refusé de partout. Du coup, je me disais, ma carrière est finie, ça y est, je ne serai jamais publiée, puisque j'ai eu un échec, donc dans ma tête, c'était irrévocable. Et ensuite, pour l'antidote mortel, j'étais au lycée, donc j'avais 17 ans ouais, quand je l'ai commencé. Et après publication à 20 ans. Et après voilà, j'ai enchaîné. Enfin, j'ai fait une licence de droit. Du coup, en parallèle des cours, j'écrivais. Et quand ma licence de droit est terminée, bah j'avais déjà écrit 3 romans. Et du coup, je me suis dit, ça marche plutôt bien. Je sais que si je continue sur un master, j'aurai moins de temps d'écrire. Si je prends un boulot, j'aurai moins de temps d'écrire. Et peut-être ça va me démotiver à la longue. En fait, j'avais peur d'être bloquée dans une spirale où tu as un revenu financier assez stable. Et du coup, après, il y a la peur qui s'installe et te dire, mais en fait, si j'ai plus ce revenu stable, qu'est-ce qui va se passer? Et je voulais même pas m'habituer, en fait, à avoir un revenu chaque mois. Je me suis dit, bon, là, j'ai commencé là-dedans, c'est mon rêve. Donc, je me lance à 100%. Et au pire, si ça flop, si ça marche pas, bah, c'est pas grave, je reprendrai après. Mais au moins, je me serais donné l'espace et le temps et toutes mes chances de mon côté, quoi. Donc, direct, je me suis lancée après ma licence de droit. Waouh! Bah, en tout cas, je suis super contente pour toi que tu vives, ton rêve, actuellement. C'est beau en vrai, donc tu peux vraiment être fière de toi, franchement, chapeau. Merci.
Mais du coup, ça me fait penser pour les personnes qui nous écoutent, comment ça se passe quand on est autrice, et enfin, comment ça se passe, le fait de recevoir des revenus, parce que j'imagine c'est un truc très particulier, le milieu du livre. Combien on peut toucher, enfin, combien une autrice touche d'ailleurs, quand on sort un livre? J'imagine pas beaucoup non plus. Enfin, si tu pouvais nous expliquer un peu pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils découvrent en même temps? Alors, pour le revenu, ça dépend des maisons d'édition. Évidemment, ça dépend de ton contrat aussi. Les chiffres, on va dire globaux, pour la littérature jeunesse, c'est entre 8 et 10 du prix de vente du livre. Et les adultes, pour la littérature adulte, on est un peu plus haut, on est souvent entre 10 et 12. Et en fait, souvent, ça marche par palier. Genre, je dis n'importe quoi, mais 8% jusqu'à 10 000 exemplaires vendus, ensuite 9% jusqu'à 20 000, et ensuite 10% au-delà. Donc, c'est par palier. Et ensuite, donc, on a des avaloirs aussi, donc des avances sur les droits de vente. Donc, ça nous permet d'avoir quand même une certaine somme, même si le roman, il se vend vraiment pas du tout. Bah, on a quand même cette somme-là qu'on a gagnée avant même la publication du livre. C'est vraiment au moment où tu signes le contrat, tu as quand même une somme, ça se compte en 3 000, 4 000 euros. Enfin, ça peut être plus. Encore une fois, ça dépend. Il y a des maisons d'édition, elles font des gros avaloirs. Mais du coup, après, quand tu reçois ta reddition de compte, bah, tu as moins de sous. Il y en a d'autres. Moi, je préfère avoir un petit avaloir, par exemple, et après avoir ma reddition de compte. Il y a des auteurs, ils aiment bien avoir un gros avaloir pour pouvoir avoir des sous de côté et diviser aussi. Parce qu'il faut savoir que nous, les auteurs, on est payés une fois par an. On a notre édition de compte, donc avec tous les chiffres, les ventes, etc. C'est en juillet, juin-juillet. Donc après, on a une grosse somme en juin-juillet qu'il faut réussir à diviser pour vivre toute l'année avec ça. Donc voilà. Après, il y a d'autres revenus mensuels. Si on fait des interventions scolaires, bon, bah moi, comme j'écris des romans jeunesse, j'ai pas mal d'interventions scolaires, pardon, dans les collèges, les lycées. Donc ça, c'est des choses qui sont rémunérées avec les tarifs de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Donc vraiment, c'est une charte officielle qui fixe les tarifs. Voilà, une demi-journée intervention, une journée complète. Les tables rondes aussi sont rémunérées. Les ateliers d'écriture. Enfin voilà, c'est des petites choses, en fait, des compléments de revenus qu'on peut avoir. Souvent, c'est pendant un salon, en fait, on va dédicacer le samedi, dimanche. Et le jeudi, vendredi, on aura soit des interventions scolaires, soit des ateliers, soit des tables rondes. Voilà, pour avoir un complément de revenus, en gros. OK, bah, merci pour les explications, c'est très clair et on se rend un peu mieux compte, du métier, d'autrice. Et du coup, est-ce que tu te rappelles, des chiffres que tu avais pour l'Empire des femmes à ce sujet? Le nombre de tomes, vendus? On est à plus de 10 000 exemplaires vendus pour le tome 1 de l'Empire des femmes. Et j'ai pas le chiffre exact en tête, mais ouais. Ouais, bah, c'est un super, super score. Mais du coup, il est sorti quand exactement pour les personnes qui nous écoutent? Moi, j'ai lu l'année dernière, mais si ça se trouve, il est sorti bien avant. Oh loulou, alors il est sorti en septembre 2022, je sais pas. Et il y a l'édition poche qui va sortir de ce que j'ai vu, prochainement. Et il est sorti là, le tome 1 en poche est sorti en septembre. Et le tome 2 devrait sortir en 2025 en poche aussi. OK, c'est bon à savoir. Et du coup, ça me fait penser aussi parce que Atlante, enfin, c'est ça ton nouveau roman, si enfin, si ça se prononce bien comme ça? Atalante. Atalante, voilà, Atalante. Et Atalante, c'est aussi dans un univers, féministe comme, du même style que l'Empire des femmes? Ou pas du tout? Non, Atalante, c'est vraiment une réécriture mythologique. Donc là, pour le coup, on est sur un univers de la Grèce antique à 100%. Donc là, c'est pas de la fiction, quoi. C'est vraiment des villes qui existent, Sparte, Athènes. Voilà, j'ai ancré ça. Il y a une carte au début pour pouvoir se déplacer, enfin pour un peu visualiser le déplacement plutôt. Et voilà, c'est un roman qui a aussi une portée féministe, puisque je donne la parole à Atalante, qui est une héroïne de la mythologie grecque, qui est quand même assez oubliée. Enfin, personnellement, j'ai toujours été fan de mythologie grecque et j'ai appris son existence il y a genre 1 an et demi. Et je me suis dit, comment c'est possible? En plus, avec tout ce qu'elle a fait, tous ses exploits, tous les mythes auxquels elle est associée, je me suis dit, c'est ouf, je la connaissais pas. Et du coup, fallait que j'écrive un livre pour lui rendre hommage, en fait. C'était un peu ça l'histoire de base. Mais c'est un peu la. Il n'y a pas beaucoup de personnages féminins à part Atalante dans ce roman parce que justement, je voulais insister sur le fait que bah, c'est la seule femme qui évolue dans un univers masculin. D'ailleurs, c'est la seule femme qui fait partie de l'équipage des Argonautes. Les Argonautes, c'est l'équipage qui est constitué par Jason pour aller chercher la toison d'or.
Et du coup, c'est la seule femme de l'équipage, donc elle a fait ça, entre autres, elle a fait vraiment plein de trucs. Mais voilà, du coup, c'est tout dans le livre qui sort très bientôt, le 6 novembre. D'accord. Enfin, si tu pouvais peut-être nous teaser un peu de qui est Atalante pour les personnes qui nous écoutent, parce que du coup là, on comprend le truc de la toison d'or, mais moi je ne sais pas du tout ce que c'est, j'arrive pas du tout à visualiser, donc si tu pouvais nous donner un peu de contexte autour de ça. Et ben, Atalante, du coup, c'est une héroïne de la mythologie grecque. Son père s'appelle Iazos, donc c'est un roi. Et en fait, son mythe, c'est que quand elle est née, Iazos l'abandonne parce qu'il voulait un héritier mâle et il voulait pas s'encombrer d'une fille. Du coup, il l'abandonne. Et en fait, elle est recueillie par deux chasseurs. Elle est élevée par une louve, puis recueillie par deux chasseurs. Et en fait, il y a Artémis, donc la déesse de la chasse, qui se penche un peu sur son cas, qui la prend en pitié et qui lui transmet des dons, notamment le don de la course. Donc, grâce à Artemis, Atalante court extrêmement vite. Et voilà, elle a des facultés un petit peu exceptionnelles qui la promettent à un grand avenir. Et Atalante a été élevée après donc par les deux chasseurs et ensuite par Chiron, le formateur des héros, celui qui a aussi élevé Jason, Ulysse, Asclépios. Et voilà, en fait, je raconte son histoire tout simplement en me basant sur des mythes qui existent. Après, bon, la mythologie, c'est vraiment hyper foisonnant, hyper vaste. Donc, il y avait plusieurs versions, des versions qui concordaient pas, même au niveau temporel. Enfin, c'est un peu le bordel. Mais j'ai essayé quand même de rester fidèle aux mythes et après de moderniser ça ou de rajouter certains éléments à ma sauce, puisque c'est une réécriture, donc je me permets certaines libertés quand même. Mais voilà. OK, bah, ça donne hyper envie, de le lire également. Mais d'ailleurs, ce qui est assez dingue, c'est que je trouve qu'il y a aucun roman qui te ressemble, enfin qui se ressemble, je veux dire, que ce soit L'Antidote mortel, L'Empire des femmes, il y avait aussi mince, je sais plus, Ça me cherchait. celle que je cherchais, oui, je ne l'ai pas lu, donc c'est pour ça. Qui est là, Atalante, enfin, je trouve que comment tu fais d'ailleurs pour écrire des choses aussi diverses? Parce qu'en général, enfin en général, les auteurs, par exemple, je sais pas, ils écrivent des thrillers et ils écrivent que ça, alors que toi, tu peux écrire tout ce qui est possible, c'est fascinant. Bah, je sais pas comment je fais, mais c'est surtout, en fait, je me lasse vite. Je pense que je me lasse vite et j'aime découvrir des nouvelles choses et j'aime renouveler, en fait, me renouveler dans l'écriture. C'est comme ça aussi qu'on progresse, je pense, c'est en touchant un peu à tout. Et du coup, c'est vrai que quand bah, ça fait 1 an que je travaille dans un univers, dès que j'ai terminé, j'ai envie de changer d'univers, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Donc, c'est pour ça ouais, que je me suis jamais enfermée dans un genre. Après, c'est vrai que j'avais quand même écrit 4 romans d'imaginaire, de romans, parce que L'Antidote mortel et L'Empire des femmes, ça reste de l'imaginaire. Et après, je suis passée à celle que je cherchais, qui est vraiment un contemporain qui se passe à Lyon, donc ma ville en plus. Et là, ça tranchait un peu. Je me suis dit, mon lectorat, il me suit quand même pour des romans imaginaires. Est-ce qu'il va me suivre sur un contemporain réaliste? Je sais pas. Donc c'était une prise de risque, mais aussi je voulais pas m'enfermer en fait dans un genre. C'était hyper important pour moi de pouvoir voilà tout tester. Mmh, c'est trop bien comme façon de voir, les choses et du coup, comment tu fais pour, progresser en écriture? Bien sûr, hein, plus on écrit, j'imagine, plus on progresse, mais est-ce qu'il y a des petits tips potentiellement pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent devenir, futures autrices, futurs auteurs? Je pense que c'est la base. Bon, c'est pas hyper original, mais c'est de lire. Enfin, franchement, lire énormément de livres et lire peut-être pas toujours le même genre aussi. Essayer de s'ouvrir, même en lecture, de s'ouvrir à des classiques, des moins classiques, de la littérature blanche, de l'imaginaire, de la fantaisie, de la romance. Et en fait, bah, en lisant, on va intérioriser certains schémas narratifs, certains retournements de situation, des tropes, des choses comme ça. Et c'est en lisant en fait que on va retenir un maximum de choses, même des formulations de phrases, des tournures de phrases, du vocabulaire. Bah, pour moi, c'est en lisant qu'on apprend tout ça. Après, ça peut aider aussi certains manuels d'écriture, entre guillemets. Je pense à l'anatomie du scénario de John Truby, qui est un peu une bible où il explique comment écrire une histoire, quels sont les archétypes des personnages, comment écrire une histoire, comment dire, le timing, enfin avec le climax en haut, comment créer de la tension. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on peut étudier. Donc, ça peut aider. Après, je lis beaucoup aussi c'est pas vraiment des biographies, mais
des livres où les auteurs expliquent leur méthode d'écriture. Je sais pas comment dire ça. C'est pas des biographies, mais enfin voilà. Euh, Christelle Dabos, notamment, a écrit un livre sur son rapport à l'écriture, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant, hyper passionnant, et c'est des choses qui perso, me nourrissent énormément. Ça peut aider, je pense, je sais pas. Mmh, non, bah, c'est intéressant de partager. J'avais vu aussi, dans les milieux Bookstagram qu'il y a plusieurs types. Il y a jardinière, architecte, je crois que ça truc dans ce style-là et si tu pouvais nous le définir et toi, bah, du coup, quelle est, ta façon d'écrire? Moi, je suis jardinière. Je suis jardinière, donc vraiment, je fais pas de chapitrage, j'ai pas de plan, ou alors vraiment des plans, mais c'est tellement nul qu'on peut même pas appeler ça un plan. Mais ouais, non, en fait, quand je connais l'histoire à 100%, bah, en fait, je me dis qu'il y a intérêt de l'écrire. Enfin, je suis blasée, en fait, j'ai la flemme de l'écrire. Je me dis, je vais rester 1 an sur cette histoire, donc il faut que moi aussi, je sois surprise et que je construise l'intrigue au fur et à mesure. Sinon, bah, je vais me lasser, en fait. Je fonctionne vraiment comme ça. Du coup, même quand Mmh. j'écris le roman, je m'interdis de penser à la fin trop en amont pour pas m'auto-spoiler et pour aussi me laisser un maximum d'ouverture en fait, pour me dire parce que je trouve que quand tu as une ligne directrice, bah ça peut être très bien parce que du coup tu sais où tu vas et tu perds moins de temps, mais aussi ça restreint ton imaginaire et toutes les possibilités parce que en écrivant, là il y a beaucoup d'auteurs qui le disent, on est aussi surpris nous-mêmes par la tournure des événements, certains personnages qui se révèlent, des personnages secondaires qui deviennent des personnages principaux en cours de route parce qu'ils ont pris beaucoup de place alors que c'était pas anticipé. Et ça, c'est des choses pour moi qui peuvent pas naître si on leur laisse pas l'espace. Et si tu as ton chapitrage et que tu fais tac 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 comme ça, ben tu peux toujours revenir sur ton chapitrage bien sûr, mais moi j'ai besoin de cette liberté pour créer, j'ai besoin que tout soit ouvert, toutes les possibilités soient ouvertes. Quitte après malheureusement l'inconvénient de cette technique, c'est que bah parfois on a des incohérences entre le début de l'histoire et la fin, puisque rien n'était prévu à l'avance. Donc ça nécessite une réécriture et pour lisser tout ça et pour enlever toutes les incohérences qui se sont glissées au fur et à mesure. OK, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Du coup, ça me fait penser enfin, pour revenir un peu au avec l'Empire des femmes, est-ce que du coup, il y avait eu des incohérences, pendant, bah, du coup, ton processus de jardinière? Et si oui, bah, c'était quoi que tu avais dû, réeffacer par la suite? Alors, ma mauvaise mémoire va encore faire son intervention. Euh, je crois pas que j'avais tant d'incohérences que ça dans l'Empire des femmes. Il devait y en avoir forcément, mais ça m'a pas marqué. J'ai pas d'exemple vraiment en tête là. OK, aucun souci. Mais en tout cas, ouais, bah, je trouve ça hyper intéressant, cette manière de faire parce que finalement, je peux comprendre aussi que les lecteurs et lectrices, ils soient aussi surpris parce qu'en fait, tu es surpris en même temps, même avant eux et je trouve par exemple dans l'Empire des femmes, il y a beaucoup de rebondissements, de retournements de situation, on s'y attend pas et du coup, c'est marrant si toi non plus tu t'y attendais pas et surtout, ouais, je sais que dans le tome 2, il y avait une des personnages justement qui a pris beaucoup plus de place que dans le premier tome et ça, par exemple, moi, j'étais hyper surprise de voir ça, quoi. Je me dis: «Waouh, en effet!» Et bah clairement, c'était pas du tout prévu à la base. Et d'ailleurs, donc c'est l'intrigue avec Sirène que tu parles, je Ouais. pense. Donc qui est la meilleure amie d'Adona, donc qui est un personnage secondaire dans le tome 1. Et en fait, quand j'avais écrit de base le one shot, Sirène, elle était quasiment absente de la deuxième moitié. Et c'est quand mon éditrice m'a dit, vas-y, on coupe en deux, que là, en fait, j'ai pu créer une seconde intrigue avec Sirène sur Sapientia. Et en fait, ça a vraiment boosté le tome 2 et c'était hyper important. Et ça, c'est venu au fur et à mesure, en fait. Et j'avais pas du tout anticipé ça. Oui, je trouve que ça lui donne une vraie profondeur et on apprend, à l'apprécier davantage. Alors que dans le tome 1, elle paraît peut-être un peu comme quelqu'un de superficiel et on va dire dans le tome 2, elle se réveille et du coup, ouais, je trouvais ça beau l'évolution qu'elle a pu avoir aussi. Enfin même tous les personnages ils ont tous évolué, de façon même parfois un peu inattendue, mais ouais, je trouvais ça bien et moi ça m'a vraiment plu. Ouais, et ce que je voulais aussi, c'est que ce soit un autre angle d'attaque parce qu'on a Adona qui prend part à la cause des hommes, bah parce qu'elle a un frère jumeau, du coup elle a toujours été sensible à cette cause-là. Elle tombe amoureuse d'Hélios, donc forcément, ben bon, ça spoil un peu, mais c'est pour l'idée globale. Enfin, voilà. Elle prend parti pour les hommes, et en fait, je voulais que Sirène, elle aussi, elle ait sa révélation, sauf que, enfin, d'un autre prisme en fait. Je voulais pas que ce soit
qu'elle ait de la peine pour les hommes et du coup, elle rejoint un peu ce mouvement-là. Et en fait, elle a de la peine pour les femmes quand elle voit que le système matriarcal peut aussi être négatif pour les femmes. Et là, en fait, elle a ce déclic-là. Et c'était aussi un parallèle avec la société patriarcale où parfois certains hommes ont besoin de capter que, en fait, c'est négatif aussi pour les hommes. Parfois, c'est un déclic. Et je me suis dit, c'est intéressant de mettre ça en parallèle aussi dans l'Empire des femmes, avec du coup deux visions différentes, deux personnages féminins. Voilà. Oui, en effet, c'est vrai que elles ont comme ça une approche, très, très complémentaire, toutes les 2. Bah, comme tu dis, avec, Adona, on va dire par, l'amour en tant pour son frère, pour, Hélios et du coup, Cyrène par rapport à les femmes. Et ouais, du coup, je trouvais ça hyper complémentaire et ouais, j'ai adoré. Donc, vivement qu'il y ait, potentiellement un un spin-off. Donc ouais, non, je trouve ça trop bien. Alors attends, est-ce que j'ai d'autres petites questions en tête? Et peut-être, avant du coup de passer à la conclusion de l'épisode, je voulais savoir, si tu avais, des anecdotes à nous partager par rapport à l'Empire des femmes? Parce que je sais que j'avais vu, un de tes posts Instagram qui disait, voilà, 5 anecdotes de l'Empire des femmes et j'avais trouvé ça trop, trop bien. Je sais qu'il y en avait une, tu avais une inspiration avec le jeu Assassin's Creed, par exemple et je trouvais ça assez dingue. Oui, bah, j'ai vraiment saigné le jeu pendant l'écriture de l'Empire des femmes parce que bah, c'est un univers, enfin, le jeu vidéo se passe dans la Grèce antique. Et du coup, en fait, les décors, ils sont magnifiques dans Assassin's Creed Odyssey, vraiment. Et ça m'a énormément aidé, en fait, à me mettre dans l'ambiance. Rien que quand je voyais les décors, en fait, du jeu vidéo, bah, j'arrivais mieux à décrire, à rédiger mes descriptions parce que j'avais tout sous les yeux, quoi. C'est vrai que bon, j'ai des photos, j'ai mon imagination, mais là, c'était vraiment hyper visuel et enfin, ouais, j'étais dans le jeu, quoi. Donc, je me suis vraiment immergée à 100%. Là, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo et je disais, non, mais je travaille, en fait. C'est l'avantage de ce métier. Et même la bande son, la bande son, elle est incroyable et je l'ai vraiment écoutée en boucle pendant l'écriture de l'Empire des femmes et aussi pendant l'écriture d'Atalante, puisque c'est quand même des univers voilà, qui se rapprochent. Et même là, je suis en train de faire les corrections pour le tome 2 d'Atalante et je suis encore sur la playlist de Assassin's Creed. Donc ça m'aura suivi, Ah, c'est beau, l'inspiration est partout, de ce que je vois pour, les autrices. C'est beau clairement. et ça me fait aussi penser, parce que j'avais vu sur ton post que tu t'es aussi inspirée, ça je savais pas du tout, qu'il y avait la plus grande société matriarcale au monde, c'était le Minangabos? Je suis pas très sûre de la prononciation. Minangkabos, ouais. Alors, je ne suis pas sûre non plus de la prononciation, mais en tout cas, rédigé, c'est ça. Et du coup, c'est quoi, enfin, comment dire? Elle est où cette société? Enfin, elle était où cette société matriarcale et qu'est-ce que tu as puisé, chez elle pour écrire Empire des femmes? Alors, elle est située au Sumatra occidental et c'est une société matriarcale où le lien de filiation se fait par la mère, où la femme a une place très importante, beaucoup plus importante que celle de l'homme. Mais c'est pas vraiment la femme, en fait, c'est la mère, c'est la figure de la mère. Donc voilà, c'est encore autre chose. Euh, mais du coup, je me suis quand même inspirée de cette société-là et de toutes les sociétés matriarcales qui ont pu exister. En fait, j'ai fait mes recherches et j'ai pioché un petit peu à gauche, à droite. Mais c'est vrai que dans les Minangkabaos, si on le prononce comme ça, désolée, vraiment, il faut que j'apprenne la prononciation. Euh, il y a aussi des hommes, en fait, qui ont ce rôle d'oncle qu'on appelle les mamaks et qui s'occupent des enfants. Donc, je me suis aussi inspirée de ça pour les oncles dans l'Empire des femmes. Ah mais je trouve ça trop bien de connaître ces petits détails, ces petits coulisses de comment, l'Empire des femmes a été écrit. Ouais, je trouve ça trop marrant les mamas que je connaissais pas, mais du coup ça m'a donné aussi envie de m'intéresser, à cette société matriarcale, parce que toujours passionnant. C'est hyper intéressant, ouais, même de voir les constructions, les différentes cellules familiales dans les différents endroits du monde ou les différentes époques. Et on voit que les cellules familiales, c'est des choses qui sont construites, qui sont vouées à évoluer et qui ont évolué. Et en fait, c'est hyper passionnant. Du coup, j'aimais trop faire mes petites recherches. C'était un moment très plaisant. C'est clair que c'est plus plaisant de faire ça que de chercher les citations où les femmes, elles étaient pas trop bien mises en avant. Ah, mais en plus, je cherchais, j'étais en mode non, non. Et c'était de pire en pire. Et j'étais là, Aristote, Aristote, je savais pas. Je ne savais pas, parce que Aristote, c'est quand même un auteur qu'on étudie beaucoup au lycée. Enfin, moi, en philosophie, on parlait que de lui, mais je ne savais pas sa vision qu'il avait des femmes.
Je ne savais pas du tout. J'ai découvert ça, j'étais en mode: «Ah elle m'a pas dit ça ma prof de philo». Mais oui, il y a plein de choses comme ça, je sais pas, ça me fait penser, c'est pareil avec Picasso. Les femmes, il s'inspirait de briser les femmes pour peindre ses tableaux. Par contre, personne n'a eu l'idée de dire le contexte qu'il y avait autour de lui, alors que c'est hyper important. Je sais pas. Mettre un contexte, s'il vous plaît, c'est la base. C'est ça, et ça, c'est pas encore trop fait, même si, heureusement, grâce au mouvement féministe, il y a pas mal de choses qui sont mises en avant pour qu'on comprenne qui était misogyne, qui ne l'était pas. Et bon, c'est sûr qu'à certaines époques, il y avait beaucoup plus de personnes misogynes que d'autres, hein, forcément, la société étant comme ça. Mais ouais, c'est assez dingue de le réaliser. Clairement. Alors du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Mon mot de la fin, eh bien, de lire L'Empire des femmes, de s'intéresser au féminisme, d'écouter des podcasts sur le sujet, de continuer à apporter tous nos pierres à l'édifice pour faire avancer les choses et aller vers une société plus égalitaire. C'est vraiment bisounours, mais je pense que c'est dans le thème. Je valide à 100% ton mot de la fin, il est parfait. Dans la suite de mes questions, qui sont toi tes rôles modèles? Mes rôles modèles, je sais pas si j'ai vraiment des rôles modèles, mais il y a des femmes qui m'inspirent énormément. Meryl Streep, je la trouve vraiment incroyable. Je trouve que c'est une actrice incroyable. Enfin, elle m'a toujours fascinée. Et en autrice, j'ai perdu son... Je viens de perdre son nom, c'est une catastrophe. Une chambre à soi de Virginia Woolf, voilà. Qui pour moi est un chef-d'œuvre, ce livre. Une pionnière du féminisme pour moi aussi, donc voilà, incroyable, très très inspirante. C'est vrai que c'est des très beaux rôles modèles, toutes les deux. Je les valide également. Et du coup, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Eh ben, je recommanderais ton podcast, tout d'abord quand même, hein. Cute, merci. Et qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien le podcast Les couilles sur la table. J'en ai trop, mais en fait là on me prend au dépourvu, mon cerveau il je recommanderais aussi les essais de Mona Chollet, Réinventer l'amour notamment, et Les sorcières. C'est vrai que Les sorcières, c'est pas mon préféré. Réinventer l'amour, j'ai vraiment adoré parce que ça va remettre en perspective en fait la vision du couple hétérosexuel, et c'est hyper intéressant, vraiment j'adore. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Mona Chollet au salon du livre de Montreuil. J'étais vraiment une folle. En plus, pour l'anecdote, c'était un apéro avec la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Et en fait, du coup, elle était là, mais je ne savais pas qui c'était. Enfin, j'avais jamais vu physiquement. Et du coup, on a fait un tour de table pour se présenter. Et là, elle dit, bon, salut, je suis journaliste, machin, je m'appelle Mona. Je fais quoi? Mona comment? Là, en fait, j'ai réalisé et je suis passée en mode fangirl, et voilà, on m'avait perdue. Mais voilà, je recommande. Ah, elle est énorme cette, cette anecdote, c'est trop marrant. Tu la connaissais à travers ses livres, mais pas qui elle était. Et du coup, c'était en mode surprise. «Oh, mais c'est elle, mais waouh!» Vraiment, vraiment, j'étais choquée. Ah bah, c'est trop bien que tu aies pu, la rencontrer, en vrai pour lui dire, tout ton amour, à propos de ses livres. C'est ça qui doit être bien aussi quand tu es auteur-autrice, et parce que tu peux rencontrer les personnes, régulièrement, tes fans. Ouais, ça c'est fou, hein, de passer de lectrice à, on va dire, collègue entre guillemets. Enfin, même si bon, mon HELA c'est pas le cas parce que pour le coup je l'ai vu qu'une fois, mais il y a par exemple Victor Dixon, c'est un auteur que j'ai toujours admiré. Vraiment, quand j'étais ado, c'était toute ma vie. La première fois que je l'ai rencontré en salon, j'avais pas encore publié, et je lui avais filé mes premiers chapitres de l'Antidote mortel parce qu'à l'époque j'avais imprimé les chapitres pour distribuer aux maisons d'édition. Voilà, ne faites pas ça. Enfin, faites-le si vous arrivez à pitcher votre roman bien et tout. Mais moi, j'étais vraiment en mode, tenez mon roman, et je me barrais en courant. Enfin, ça, nul, vraiment, ça ne donne pas envie à l'éditrice de le lire, ou à l'éditeur. Et j'avais fait passer mon manuscrit à Victor Dixon, qu'il avait fait passer à son éditrice à l'époque. Et j'étais vraiment comme une folle. Et après, maintenant, je me retrouve à dédicacer pas très loin de lui, régulièrement, on va dire. Donc ça, c'est choquant. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais d'ailleurs, j'ai adoré Phobos de Victor Dixon. J'avoue que il écrit trop bien. Je suis trop fan de lui, moi aussi. Et bah, du coup, c'est trop mime, en tout cas, ton anecdote. C'est vrai que on voit vraiment l'évolution que tu as pu amener, parce que maintenant, tu arrives très bien à pitcher tes romans. Oui,
Mais ça m'a pris du temps, hein, parce que même pour l'antidote mortel, le premier, le deuxième, quand on me demandait de le pitcher, oh comment je ramais, c'était trop dur. Mais maintenant, oui, j'ai pris l'habitude, donc ça va. Ah bah, je peux te mettre au défi du coup pour que tu nous pitches rapidement Oh non, l'antidote mortel. ça va pas ressortir de traumatisme. Je refuse. C'est ça. Je me permets de refuser, voilà. Pour toutes les fois où j'ai dû le faire ou où j'ai raté. Ça marche. Je comprends. Bon. C'est un traumatisme, c'est trop pour moi. Je comprends, je comprends. Les personnes qui nous écoutent, vous allez regarder le résumé sur internet, ce sera très bien. Voilà. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Regardez les résumés. Comme en dédicace, je vous kiffe, hein, les lecteurs et lectrices, mais qui demandent de pitcher. Genre, tu viens de faire une journée de 8 heures de dédicace, ça finit à 19h, il est genre 18h45, t'es juste morte, t'as trop parlé, t'as plus de voix. Et là, quelqu'un vient, vous pouvez me pitcher vos 5 romans, s'il vous plaît? Non, s'il te plaît. La 4e, pitié. Je comprends. Vraiment, surtout en fin de journée, ne demandez pas, on vous sera tous reconnaissants. Ou alors un seul, mais pas les 5 d'un coup. Pour le bien-être, la santé mentale des auteurs. Oui, je comprends, ça doit être épuisant de rencontrer des gens et de signer toute la journée, donc t'as plus l'énergie, t'as plus la force mentale ensuite. Oui, un peu. Et du coup, dans mes dernières questions, parce qu'il m'en reste 2, du coup, que signifie le terme féminisme pour toi? Bah, pour moi, le féminisme, la définition de base, je pense, l'égalité homme-femme en droit et dans les faits. Tout simplement. Voilà. Je précise et dans les faits parce que souvent on me dit mais c'est bon dans le droit, on est tous égaux devant la loi. Je fais oui, dans les faits. Très, très, très bonne précision. Une différence entre droit et liberté également, c'est clair. Oui. Mais on progresse, ça qui est bien, on avance petit à petit et les choses bougent, même ça prend du temps, il faut se continuer de se battre. Clairement. Et du coup, ma dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? J'aimerais bien une autre autrice, une collègue. J'aimerais bien, pourquoi pas Clara Hérault, parce qu'elle écrit des romans, mais c'est vraiment, elle aborde les choses vraiment différemment que moi. Elle écrit des contemporains et en fait, elle est plus sur des problématiques contemporaines, surtout nos plus belles années, qui parlent des violences sexistes et sexuelles dans le milieu universitaire, que je trouvais vraiment pertinent, vraiment intéressant. Donc, je pense qu'elle a plein de choses à dire qui pourraient être intéressantes sur ce sujet. Donc, pourquoi pas. Merci pour la recommandation. C'est vrai que je la connais de nom, mais j'ai pas encore lu Nos plus belles années, donc il faut que je le rajoute à ma palle de lecture. Bon, c'est déjà la fin de l'épisode. Je remercie les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout et encore merci pour ton temps, Cassandre. C'est passé super vite, c'était super sympa. Merci à toi pour l'invitation, hein, merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, ciao, ciao tout le monde! Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!